Avec la révolution islamique en 1979, l'Occident perd un puissant ami, le Shah d'Iran. Très vite, le nouveau régime menace de déstabiliser les pays producteurs de pétrole, alliés de l'Occident. Lorsque Saddam Hussein envahit l'Iran, c'est donc bien volontiers que les pays occidentaux lui fournissent des renseignements et des armes. Des armes chimiques, entre autres, dont Saddam n'hésite pas à se servir. Les chefs militaires des gardiens de la révolution iranienne vont alors inspecter les champs de bataille. J'ai fait moi-même le déplacement sur les lieux des bombardements. De loin, on aurait dit qu'ils étaient vivants, prêts à défendre leur position. Mais quand on s'approchait un peu, on voyait qu'ils étaient morts et fossilisés. Tous ceux qui étaient près de l'impact se retrouvaient comme pétrifiés dans la position où ils étaient. Il y en avait qui étaient suspendus aux fenêtres, d'autres qui étaient tombés dans la rue. L'Iran demande alors le soutien des Nations Unies. Et c'était une violation de la Convention de Genève. Les membres du Conseil de sécurité n'étaient pas intéressés à se mettre à dos, n'est-ce pas, le régime de Saddam Hussein. Le fait qu'un tel crime ait pu se prolonger sur plusieurs années, sans aucune réaction de la part des Nations Unies, cela a jeté la honte sur le Conseil de sécurité. C'est vraiment très déséquilibré quand l'un des adversaires utilise des armes chimiques. Évidemment, on avait envie que cela cesse, mais en même temps, on ne voulait pas que l'Iran gagne la guerre. La haine entre l'Iran et l'Occident a atteint de telles proportions que même les conventions internationales sont négligées. Dans cet épisode, les dirigeants de part et d'autre évoquent ce qui les a poussés à prendre certaines décisions et comment ils ont tenté de réparer les dégâts qu'ils avaient provoqués. En 1982, les gardiens de la révolution trouvent le moyen d'exporter la révolution islamique iranienne. Israël vient alors d'envahir le Liban. Je venais de rentrer du front irakien. Mon commandant à Téhéran m'a dit de préparer le déploiement de troupes au Liban. Mais avant de prendre toute décision, les généraux doivent soumettre leur plan au chef suprême, l'ayatollah Khomeini. Nous avons suggéré que pour défendre le Liban, nous devrions envoyer nos troupes pour empêcher l'armée israélienne d'entrer dans Beyrouth. L'imam nous a dit « Non, ne faites pas ça, c'est peut-être un piège. Il se peut qu'ils aient déclenché la guerre au Liban uniquement pour créer un deuxième front. Il nous a donc dit de nous concentrer sur l'Irak et d'attendre pour intervenir au Liban. » Or, les généraux veulent convaincre l'imam qu'en aidant leurs frères musulmans chiites à combattre Israël, ils contribueront à diffuser la révolution islamique. Dans ce but, ils se tournent vers le grand ayatollah Montazeri. Je lui ai dit, ils attendent de vous que vous envoyiez un représentant au Liban. Vous êtes le chef du monde chiite, vous ne pouvez pas faire moins. L'imam était d'accord. Il nous a dit, comme nous n'aurons pas toujours des soldats à leur envoyer, il vaut mieux nous limiter à entraîner leurs hommes et à organiser leurs troupes. On a déployé 1 millier d'hommes au Liban. On a demandé à pouvoir disposer de casernes désaffectées à la frontière libano-syrienne. On y a installé nos troupes pour entraîner la jeunesse libanaise. Et on a formé de futurs formateurs. Ils faisaient ce qu'on leur disait. Ce nouveau groupe se baptise Hezbollah, le parti de Dieu. Ils nous ont aidés à organiser la résistance. On a su tirer profit de leur entraînement et de leurs compétences militaires.
Leur présence sur notre sol redonnait courage à nos jeunes recrues. Grâce à eux, on a pu s'opposer à l'armée israélienne. On a réussi notre coup. C'est comme ça qu'a été créé ce grand mouvement sacré du Hezbollah. Très vite, le Hezbollah devient la force armée la plus redoutable du Liban. Entre-temps, les États-Unis ont envoyé des Marines sur place dans le cadre d'une opération multinationale pour tenter de rétablir l'ordre. J'ai été réveillé vers 2 heures du matin par un coup de téléphone qui m'informait qu'un attentat suicide avait frappé notre camp de Marines, faisant 243 morts. Au même moment, un autre commando suicide frappe un camp français, bilan 58 morts. Ces attaques déstabilisent les dirigeants des deux pays. Nous avons fait réveiller le président. Ça a été le moment le plus difficile du mandat de Reagan. Pour moi, pour lui et pour tout le monde. 3 ans plus tôt, les États-Unis ont été humiliés par la prise de leur ambassade à Téhéran. À présent, ils considèrent ce bombardement comme une attaque terroriste, la plus importante de leur histoire et qui plus est, orchestrée par l'Iran. Le vice-président est aussitôt envoyé au Liban. We're not going to let a bunch of insidious terrorists, cowards, shape the foreign policy of the United States. Pendant 4 mois, Washington tient bon. Mais les menaces se multiplient et les États-Unis sont contraints de retirer leurs troupes du Liban sur des navires stationnés en Méditerranée. Nous savions qu'il fallait retirer nos Marines, et c'est ce que nous avons fait, la queue basse. Je dois reconnaître que les Français qui ont dû partir, eux aussi, l'ont fait avec plus de panache. Ça a été une grande victoire pour nous de les chasser du Liban. Un groupe qui se fait appeler le djihad islamique revendique les 2 attentats, mais les États-Unis et la France accusent le Hezbollah et l'Iran. Bien sûr, nous les soutenions. Mais comment savoir si c'était notre matériel qui avait servi aux attentats? Le Liban était occupé par une armée étrangère. Il fallait bien qu'ils se défendent, en utilisant des martyrs. L'Iran a réussi à exporter la révolution de Khomeini au Liban, mais cela va lui coûter cher, car l'Amérique classe désormais l'Iran sur la liste des États terroristes. Les sanctions économiques ne tardent pas, et Téhéran a de plus en plus de mal à acheter des armes. Au Liban, les groupes liés au Hezbollah se lancent dans l'enlèvement d'Occidentaux. Bientôt, 30 otages sont détenus. Leurs gouvernements respectifs planchent sur des solutions. We believe it's wrong to bargain with terrorists or over hostages because it only encourages more violence and more kidnapping. Le président français a une opinion plus nuancée. Je ne pense pas que l'on puisse négocier avec ceux qui s'adonnent à ce crime. C'est un problème extrêmement délicat puisqu'il s'agit de vies humaines. En mars 1986, le président Mitterrand reçoit un ultimatum des ravisseurs. À défaut d'obtenir ce qu'il réclame, un des otages français sera exécuté, à 1 semaine des élections législatives. Il faut tout faire pour ne rien céder aux ravisseurs, mais tout faire du côté des États. Comme on n'est pas dupe et qu'on sait que c'est l'Iran qui est derrière et qui attise ce contentieux avec l'Irak, donc on va agir sur l'Iran. La France a besoin dans les plus brefs délais d'un contact avec l'Iran. J'étais donc assis avec mes amis en train de dîner quand la maîtresse de maison vient me dire à l'oreille « On vous demande au téléphone ». Je suis très surpris, j'avais dit à personne que j'étais là. Je me lève, je vais vers le combiné, je prends le téléphone et j'entends une voix qui dit « Ici François Mitterrand ». Et je vous appelle pour voir si vous pouvez faire quelque chose pour nous.
Éric Rouleau est un ancien correspondant du Monde à Téhéran. François Mitterrand lui demande d'activer ses contacts avec la garde rapprochée de l'ayatollah Khomeini. Je pensais qu'on ne pouvait pas jouer avec les intérêts de la France et la vie de certains Français. 5 jours plus tard, Rouleau est à Téhéran, une ville en guerre. Il se rend directement au quartier général des gardiens de la Révolution. Il m'a demandé si je pouvais apporter mon aide dans l'affaire des otages français. Je lui ai répondu, qui vous dit qu'on peut faire quelque chose? Nous n'avons aucune influence sur les ravisseurs. Vous pourrez peut-être obtenir quelque chose uniquement en disant que le gouvernement iranien souhaite faire libérer les otages français. Il a souri, il m'a dit oui, en effet, nous avons des amis là-bas, nous pourrons... Mais à supposer que nous puissions obtenir la libération des otages, qu'est-ce que vous nous rendrez en échange? Je lui ai demandé pourquoi il vendait toujours des armes à Saddam. Il m'a dit qu'il y avait un accord. Et c'est pas négociable. Alors vous n'avez rien à offrir? Non, ça ne marche pas comme ça. Très bien, nous vous devons $1 milliard. Nous sommes prêts à négocier le règlement de cette affaire. Et vous serez tout à fait satisfait des résultats, j'en suis sûr. Soit, comptez sur nous. La libération des otages français semble alors en bonne voie. Nous rentrons à l'ambassade heureux comme des rois. On se frottait les mains en se disant, voilà, tout va très bien. Et nous envoyons un télégramme à Paris. C'était un télégramme général, mais enfin encourageant. Bon, je répercute ça à Mitterrand, qui était assez content. Et cela paraissait proche de réussir, au point qu'il est arrivé qu'un jour, Roland Dumas se rendit à l'aéroport de Villacoublay pour aller chercher des otages. Et vers 3 heures du matin, un coup de fil. On vient me réveiller, on me donne le combiné, et j'ai une voix très sèche au bout du fil. Ici, Rafik Doust. Monsieur Rouleau, c'est terminé. Notre accord tombe à l'eau. Il n'y aura pas d'échange. L'explication à ce revirement se trouve au Liban. Nous avons reçu des émissaires du parti d'opposition en France. Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que les otages soient libérés avant les élections législatives. Rouleau résumait la situation de la façon suivante. J'ai revu mes interlocuteurs iraniens qui nous ont dit que c'était pas possible, que le marché ne tenait pas. Là où vous nous offrez 10, vos concurrents, c'est-à-dire l'opposition française, nous offrent 100. En France, la droite remporte les législatives. Mais il faudra attendre 2 ans avant que tous les otages soient libérés. Ils seront accueillis par le vainqueur aux élections, le Premier ministre Jacques Chirac. Je remercie le gouvernement iranien pour son aide et pour ses diverses interventions qui ont permis la libération de nos compatriotes. Chirac a toujours nié que son parti ait essayé de retarder la libération des otages alors qu'il était dans l'opposition. J'affirme simplement que tout au long de cette si douloureuse affaire, le gouvernement, avec persévérance, n'a cessé d'agir dans la dignité et dans l'honneur. Nous sommes en 1988. L'Iran est toujours enlisé dans le conflit avec l'Irak. 1 an plus tôt, le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé à un cessez-le-feu qui a été accepté par Saddam Hussein. Mais l'ayatollah Khomeini n'a rien voulu savoir. Hachemi Rafsanjani est le conseiller politique de Khomeini le plus avisé. C'est lui qui est responsable de l'effort de guerre.
Dans cette guerre, on en était arrivé à un tel point que l'Irak avait carte blanche pour faire tout ce qu'il voulait, et ce, au mépris de toutes les règles internationales. Et en plus de cela, l'Occident lui vendait des armes. Au bout de 8 années de guerre et 800 000 morts, Rafsanjani comprend que l'Iran ne pourra jamais battre Saddam Hussein tant que l'Occident continuera de le soutenir. Il fait alors usage de tout son talent politique pour convaincre Khomeini que l'Iran doit accepter le cessez-le-feu. Nous avons alors réuni les généraux pour faire le point sur le conflit. Nous lui avons dit, connaissant Saddam, même si nous arrivons à prendre tout le territoire irakien, tant qu'il contrôlera Bagdad, il restera. Quand on a dit à l'imam qu'on n'avait plus les moyens de financer ce conflit, il nous a dit « Trouvez une solution, il faut continuer la guerre ». Rafsanjani commence par demander aux généraux ce dont ils ont besoin pour être sûrs de battre Saddam. On a donc dressé la liste du matériel dont on avait besoin. En l'occurrence, un grand nombre d'avions, de blindés et de missiles. Or, personne ne voulait nous vendre d'armes. Et même s'ils avaient voulu, nous n'aurions pas eu de quoi les payer. Les politiques, tout comme les militaires, en étaient arrivés à la conclusion que si on ne pouvait pas mettre rapidement fin à la guerre, il fallait accepter le cessez-le-feu sans attendre. Rafsanjani se prépare à soumettre cette conclusion à l'imam. Avant cela, il passera des nuits entières sur le terrain. C'était très difficile pour l'imam d'annoncer un cessez-le-feu, parce que nous avions toujours dit que nous ne céderions jamais, même si la guerre devait durer 20 ans. Ce jour-là, Rafsanjani prend un risque énorme qui aurait pu mettre fin à sa carrière. J'ai fait une proposition à l'imam. Je lui ai dit « Je suis votre commandant en chef. Laissez-moi annoncer la nouvelle et en prendre toute la responsabilité. Ensuite, vous pourrez me faire juger parce que vous n'étiez pas d'accord. Comme ça, le peuple saura que vous n'êtes pas responsable. Laissez-moi faire ça. » Il m'a regardé et m'a dit « Non, jamais, ce ne serait pas juste. C'est moi qui vais l'annoncer. » Bénis soient les blessés, les prisonniers, les morts et les nobles familles des martyrs. Ayez pitié de moi, car en acceptant le cessez-le-feu, c'est comme si j'avais bu une coupe empoisonnée. Moins d'un an plus tard, Khomeini est hospitalisé pour un cancer à l'estomac. À son chevet, il reçoit régulièrement la visite de Rafsanjani et du président de l'Iran, Ali Khamenei. Avec leur soutien, il continue à diriger le pays. Mais il est victime d'une crise cardiaque. On m'a appelé de toute urgence à l'hôpital. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu le visage de l'imam. Il a ouvert les yeux, il m'a regardé, puis il a levé les yeux au ciel. Il les a refermés. Et il s'en est allé. L'ayatollah Khomeini meurt le 3 juin 1989. Il était le père de la révolution, mais aussi le chef politique intraitable qui a fait de l'Iran un défi permanent à l'Occident. Nous n'avions personne qui soit capable de le remplacer entièrement. Personne ne pouvait se mettre à la place de l'imam. C'était impossible. Les 80 religieux de l'Assemblée des experts se réunissent pour désigner un nouveau chef suprême. Leurs débats ont été filmés.
Mais ces archives n'ont pas été diffusées pendant 20 ans. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدم که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا ما شاهدم داریم. Ce film montre comment Rafsanjani a influencé leur choix. ما با امام مباحثه داشتیم. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. Le religieux, qui selon Rafsanjani a été choisi par feu l'ayatollah, répond par la modestie. موافق هستند قیام بفرمایید بشمارید. Le lendemain a lieu l'enterrement de l'ayatollah Khomeini. Peu après les funérailles, Rafsanjani devient président, numéro 2 de la hiérarchie politique en Iran. Les États-Unis aussi viennent d'élire un nouveau président. I, George Herbert Walker Bush, do solemnly swear. Sa priorité, faire libérer les otages encore détenus au Liban. Son prédécesseur Reagan s'est attiré de graves ennuis dans ce qu'on a appelé par la suite le scandale de l'Iron Gate. Nous n'avions aucune relation avec l'Iran. Nous ne pouvions pas négocier. Et de toute façon, nous ne voulions pas négocier le retour des otages. Ce qui a conduit George Bush à se dire qu'il pourrait solliciter l'Iran sans en avoir l'air. There are today Americans who are held against their will in foreign lands and Americans who are unaccounted for. Assistance can be shown here and will be long remembered. Et le président termine par une petite phrase soigneusement pesée. Goodwill begets goodwill. C'était un signal, un geste. Vous faites quelque chose pour nous et nous ferons quelque chose pour vous. Il se trouve que le nouveau président iranien est sur la même longueur d'onde. با اون کشورهای از غرب که آمادگی داشته باشند که سیاست برخورد مساوی و بدون باجخواهی و توسعه طلبی و انحصار طلبی با اینها کار بکنه. L'heure est à l'optimisme. Jusqu'à ce que les ravisseurs au Liban diffusent une vidéo. Le colonel Higgins était un militaire américain. Il faisait partie de la force d'observation de l'ONU et c'est dans ce cadre qu'il avait été enlevé. On a vu des images de lui pendu. C'était des images atroces, une expérience vraiment cruelle. Le président Bush craint pour la vie des autres otages. I think the world is familiar with our policy, but there will be nothing that will done ever that will create a new incentive for taking somebody else hostage. But I feel the burden of going to every end possible to try to get the return of these Americans to their loved ones. Un coup de téléphone de monsieur le président des États-Unis, George Bush, père. Et alors il m'a dit sa préoccupation, son angoisse presque de la situation des otages. Nous lui avons expliqué notre point de vue. Nous ne pouvions pas payer, nous n'étions pas prêts à négocier, mais nous voulions de l'aide pour faire rentrer nos otages. Le président serait disposé à faire certaines concessions aux Iraniens, mais à condition que ça n'implique pas une négociation ou une intervention directe des États-Unis
Il nous a dit qu'il connaissait quelqu'un à qui il avait déjà fait appel pour l'Iran et le Hezbollah, qui pourrait intervenir avec discrétion et doigté. Le médiateur du secrétaire général, Gianni Pico, est envoyé en Iran pour rencontrer Rafsanjani et obtenir de lui qu'il aide les États-Unis à récupérer ses otages. Pour le président iranien, c'est un gros risque politique. C'était la première fois que je le rencontrais depuis qu'il était président. Je suis entré dans son bureau en même temps que Javad Zarif. Nous voulions que cet entretien demeure secret. C'est pourquoi nous avons choisi de ne pas prendre d'interprète. Je lui ai dit, le président Bush a clairement demandé de l'aide pour la libération des otages américains à Beyrouth, en précisant que cette aide ne serait pas sans récompense. J'ai répondu, nous ne savons même pas si ces otages, comme le disent les Américains, existent vraiment. Une façon de mettre à l'épreuve le représentant de l'ONU. Très vite, il pose clairement ses conditions. S'ils manifestent leur bonne volonté et que nous les jugeons sincères, eh bien, si nous pouvons faire quelque chose, nous le ferons, pour le Liban et pour l'humanité. Le président a ajouté, si les États-Unis veulent notre aide, il faut qu'ils mettent fin à leur politique hostile à l'égard de l'Iran. Nous avons demandé que l'agresseur dans la guerre Iran-Irak soit clairement désigné et qu'on exige de lui des compensations pour les pertes. En gros, nous en sommes restés là. Ni les États-Unis ni l'Iran ne sont prêts pour la réconciliation. C'est alors que l'équilibre des forces au Moyen-Orient va se trouver bouleversé. C'est Saddam Hussein qui ouvre la voie. Lorsqu'il envahit le Koweït en 1991, l'Amérique mobilise une coalition pour l'enchasser. Et après la guerre, les forces américaines restent sur place. Elles n'ont jamais été aussi près de l'Iran. We believe the presence of foreign forces in the region are inherently destabilizing. Furthermore, we believe that the presence of foreign forces in the region, particularly those of the United States, have objectives which go beyond the liberation of Kuwait, and these are, in reality, sources of grave concern. À présent, l'Iran a une priorité, aider à libérer les otages américains. Le secrétaire général de l'ONU et ses délégués sont arrivés à Téhéran. Je leur ai dit, pour que cela fonctionne, nous allons être les premiers à montrer notre bonne volonté. Mais il faut que les Américains, de leur côté, soient prêts à tenir leurs promesses, en mettant fin à 10 années de sanctions et d'hostilité. Le président Rafsanjani m'a rappelé que les États-Unis devaient de l'argent à l'Iran, produit de la vente qu'ils n'ont jamais reçu, des armes pour le gouvernement précédent, le gouvernement du Shah. Alors je lui ai dit que j'évoquerai cette question avec le président Bush quand je le rencontrerai. Rafsanjani convoque alors le commandant en chef des gardiens de la Révolution. Rafsanjani m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. J'ai donc envoyé un commandant au Liban. Il est allé discuter avec le Hezbollah et ils ont refusé catégoriquement. Il est temps pour le général Rezaé de montrer au Hezbollah qui est le chef. J'ai dit à mon commandant de rester sur place jusqu'à ce que les otages soient libérés. Quand le Hezbollah a vu qu'il n'était pas prêt à abandonner, il s'est trouvé quelques éléments radicaux pour organiser une attaque de nuit contre le bâtiment où il logeait. Ils ont même lancé des grenades autopropulsées pour lui faire peur et qu'il rentre en Iran. Mais il n'a pas bougé, il a fini par régler ce problème avec le Hezbollah. Évidemment, ceux qui ont l'argent ont tous les pouvoirs. Il va de soi qu'un grand État comme l'Iran l'emportera toujours sur un peuple qui n'a rien. And here he is. What a moment. Coming
Pendant les 2 mois et demi qui suivent, les otages seront libérés un par un. Le dernier à regagner les États-Unis est un journaliste qui a passé 6 ans en captivité. Mr. Anderson, your freedom is a victory for all. Welcome back. Thank you, sir. I'm very grateful. Une fois que Terry Anderson est rentré, le président a dit « Ça nous libère d'un poids, non seulement sur le plan strictement humain, mais aussi parce que cela jetait une ombre sur tout ce que nous entreprenions au Moyen-Orient. » Tout d'un coup, le ciel s'était éclairci. Hostage taking is hell on a human scale. À présent, l'Iran attend que les États-Unis honorent leurs promesses. Les Iraniens ont commencé à m'appeler. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une position délicate dans notre pays. On raconte que le président a aidé les Américains. Alors, où est la récompense? Gianni Pico nous a dit « Les Iraniens attendent un geste de votre part. Il faut être correct, parce que je me suis engagé. » Je lui ai répondu « Gianni, je vais essayer. » J'ai rencontré les chefs du Conseil national de sécurité pour en discuter, et je leur ai dit « Nous nous sommes engagés. » Le président était bien disposé à mon égard. Le problème, comme je l'ai dit au général Scowcroft à l'occasion de cette réunion, c'est que les Iraniens étaient à présent très impliqués dans d'autres actes de terrorisme. Il était donc difficile de faire quoi que ce soit pour améliorer les relations. Pendant les 3 ans qui ont suivi la promesse faite par Bush, de nombreuses personnalités ont été assassinées en Occident pour avoir critiqué le régime iranien. Les États-Unis accusent les dirigeants, sans parler de la fatwa prononcée par le chef suprême à l'encontre du romancier Salman Rushdie. Quand nous avons dit « la bonne volonté engendre la bonne volonté », nous n'avons pas dit « si les Iraniens libèrent les otages et quoi qu'ils fassent par ailleurs, nous répondrons favorablement ». Participer à des actes terroristes n'est pas, à mon sens, manifester de la bonne volonté. Et tous les autres ont dit « l'Iran se comporte si mal, à tous les niveaux, que les récompenser en ce moment, en levant certaines sanctions ou en signant des accords commerciaux ou en leur donnant ce qu'ils veulent, c'est impossible pour nous. » Et c'est comme ça que j'ai perdu la partie. Les Américains n'avaient pas tenu leurs promesses, alors on ne pouvait pas continuer comme ça. Rafsanjani a joué et il a perdu. Pendant les 5 dernières années de son mandat de président, il ne fera plus aucun effort de réconciliation avec les États-Unis. En 1997, Rafsanjani arrive au terme de son second mandat. Le chef suprême et le pouvoir religieux ont choisi un candidat pour le remplacer et ils ont l'habitude de gagner. Mais d'autres cherchent une alternative. Ils se tournent pour cela vers un religieux étonnamment libéral, plus susceptible de tendre la main à l'Occident. Je suis convaincu que l'islam est la religion de la liberté, de la démocratie et du développement. Quand je suis devenu ministre de la Culture, j'ai fait de mon mieux pour promouvoir cette idée. Mais cela m'a valu des ennuis et j'ai dû démissionner. Pour avoir encouragé la liberté d'expression, Khatami a déplu aux partisans purs et durs du chef suprême, mais il a aussi gagné le soutien de nombreux intellectuels et étudiants. Il était très critique vis-à-vis de la situation du pays. Il était donc tout désigné pour représenter ceux qui n'étaient pas satisfaits. Étant donné que le chef suprême pesait fortement sur la prise de décision, il était important pour moi de solliciter son opinion sur ma candidature. Pour convaincre le chef suprême de le laisser se présenter contre le candidat officiel,
Khatami use d'un argument habile. Il a dit à l'ayatollah Khamenei, il vaudrait mieux que vous donniez l'impression qu'il y a une véritable concurrence dans cette élection. Ce sera mieux pour le régime et pour la sécurité du pays. Il a ajouté, pour cela, je veux bien me présenter, mais ne craignez rien, je n'aurai jamais assez de voix. Le chef suprême a bien accepté cette idée, ce qui était une bonne chose pour moi. Du moins, il n'était pas complètement opposé à ma candidature. Mais le défi est de taille pour Khatami. Le pays est vaste et il n'est pas très connu hors de Téhéran. Notre principal problème, c'était le financement et aussi que nous avions un accès très limité aux médias. Nous avions peur de ne pas pouvoir toucher le peuple. Je considérais qu'il fallait que j'aille rencontrer le peuple pour lui parler face à face. Et c'est comme ça que j'ai sillonné tout le pays en minibus. C'était la première fois que le peuple avait un contact direct avec un candidat au poste de président. Et là, j'ai été très surpris. Partout, j'étais accueilli à bras ouverts. Il semblait clair que les gens avaient vraiment envie de changement. Partout où nous sommes allés ce jour-là, il y avait des flots de gens qui faisaient la queue devant les bureaux de vote. C'était un spectacle incroyable. Khatami remporte une victoire écrasante. Assez pour lui donner à penser qu'il peut révolutionner la politique étrangère de la République islamique. Mais le nouveau président devra avancer prudemment. Les pouvoirs qu'il vient d'acquérir peuvent à tout moment lui être retirés par le chef suprême. En Iran, il y avait des gens très négatifs qui ne pouvaient pas envisager qu'un jour nous puissions avoir des relations avec l'Amérique sans que cela porte préjudice à nos intérêts nationaux. Mais personnellement, j'étais convaincu que nous pouvions sortir de cette situation. Il inaugure sa nouvelle politique en direction des États-Unis en acceptant une interview avec la journaliste Christiane Amanpour. Non seulement elle est à moitié iranienne, mais elle travaille aussi pour la plus grande chaîne d'information internationale. CNN a fini par apprendre que ça allait pouvoir se faire. À ce moment-là, j'étais en train de prendre mes premières vacances avec mon futur mari, qui se trouvait être un officiel du département d'État. Son devoir élémentaire était de savoir ce que le gouvernement américain voulait entendre de la part des Iraniens. Et en l'occurrence, elle avait le gouvernement américain sous la main. Elle a donc fait ce que n'importe quel journaliste aurait fait. Et je me suis dit tout de suite, alors qu'est-ce que je lui demande ? Et j'ai fait ce que j'étais censé faire, à savoir lui détailler les points qui étaient importants pour le gouvernement américain. Je lui ai dit, il faut que je pose des questions sur les otages, sur le terrorisme et sur le processus de paix au Moyen-Orient. Pour l'Amérique, c'est avec la prise d'otages en 1979 que l'Iran avait dépassé les bornes. Je me souviens lui avoir dit que si Khatami était vraiment différent, il faudrait qu'il reconnaisse que l'Iran avait mal agi à ce moment-là. Dès le début de l'entretien, Khatami et la journaliste savent que le gouvernement américain les regarde. With the president of Iran. Would you say that taking the American hostages at the beginning of the Iranian Islamic Revolution falls into the category of early revolutionary excesses? Thank you for your question. I do know that the feelings of the great American people have been hurt, and of course I regret it.
Je me souviens bien de ces mots. Il regrettait que cela se soit produit. Il ne s'excusait pas, mais il expliquait qu'en effet, cette affaire était un lourd contentieux. J'ai exprimé mon chagrin, mais j'ai ajouté qu'il ne fallait pas en faire un sujet de propagande. Do you believe that killing innocent women and children is terrorism, as for instance what happens on the streets of Israel? It is definitely so. Any form of killing of innocent men and women who are not involved in confrontations with terrorism, it must be condemned, and we, in our turn, condemn every form of it in the world. Nous avions là une occasion réelle de pouvoir envisager la possibilité d'utiliser cette interview comme base de départ pour définir de nouvelles relations avec l'Iran. You say that you want to talk to the American people. Are you prepared to sit down eventually and talk to the American government? Dialogue between civilizations and nations is different from political relations. Right now, I recommend the exchange of professors, writers, scholars, artists, journalists and tourists. Et là, nous avons compris qu'ils n'avaient pas les moyens de convaincre le régime iranien d'entamer un dialogue officiel. Nous avons donc répondu, « Parfait, va pour le dialogue entre les civilisations ». Le fameux dialogue démarre par une compétition de lutte. Les États-Unis envoient une équipe pour participer au plus grand événement du calendrier sportif iranien. Dans l'avion, ils nous ont briefé sur ce qu'on était censé faire et ne pas faire. On n'avait pas le droit de se balader en short et torse nu. On n'avait pas le droit de serrer la main aux femmes, ni de se mêler de politique. C'est la première fois que des représentants officiels des États-Unis pénètrent sur le sol iranien depuis la prise de l'ambassade américaine 17 ans plus tôt. Quand on a atterri là-bas, tard dans la nuit, on s'est tous regardés et on a poussé un grand soupir. Allez, c'est parti. C'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Personne criait « mort aux Américains ». J'arrive dans le stade et je regarde les gradins. C'était bondé. Il y avait même des gens assis sur les marches. J'avais une pression énorme. Ce n'était pas un combat entre deux hommes, mais entre l'Iran et l'Amérique. À la fin du match, on était à 3 partout. On a dû jouer les prolongations. À la fin du match, Abbas est venu me voir et il m'a demandé si je pouvais brandir une photo. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Ça va pas m'attirer des ennuis, ça? Je suis pas censé faire de la politique. » Les organisateurs voulaient mettre l'accent sur l'amitié entre nos peuples. J'ai regardé la photo. C'était un chef religieux, le deuxième, celui qui était en place à l'époque. Et je me suis dit « Ok, c'est un truc religieux, je vois pas qui ça peut gêner. » Je suis monté sur le podium avec le portrait. Je lui ai demandé de le tenir plus haut. Il a dit d'accord et il l'a brandi au-dessus de sa tête. J'ai levé le portrait. On avait tous les deux les bras en l'air et là, la foule était en délire. Pour nous, c'était une étape cruciale. Plus les peuples se rapprochent, plus leurs gouvernements deviennent réalistes. Ça ne pouvait que déboucher sur de meilleures relations.
Le dialogue entre les civilisations a réussi à se faire entendre au plus haut niveau. Mais avant que le dialogue entre États puisse démarrer, il faut éclaircir une autre accusation de terrorisme à l'encontre de l'Iran. Le 26 juin 1996, un an avant l'élection de Khatami, un camion piégé a tué 19 militaires américains et fait 372 blessés en Arabie Saoudite. Dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit qu'il fallait que j'aille sur les lieux. J'ai donc dérouté mon avion vers l'Arabie Saoudite. L'immeuble avait la façade entièrement arrachée. On pouvait voir toutes les pièces à l'intérieur. Le site était éclairé par des projecteurs. On aurait dit un décor de film catastrophe. Good morning. Let me be very clear. We will not resist, we will not rest in our efforts to find who is responsible for this outrage, to pursue them and to punish them. Il y avait des preuves de l'intervention de l'Iran et beaucoup de gens réclamaient une réaction rapide. Last night I directed an FBI team of 40 experts, investigators and forensic experts to go there to work with the Saudi Arabian authorities. Au bout de 3 ans d'enquête, le FBI est convaincu d'avoir suffisamment de preuves. Le FBI avait eu accès aux prisonniers détenus par les Saoudiens et on avait la preuve tangible que les Iraniens étaient responsables de cet attentat. Il fallait donc décider de la position à adopter. Certains conseillers de Clinton sont favorables à des représailles militaires. Mais le département d'État considère que depuis l'élection de Khatami, le soutien de l'Iran au terrorisme a diminué. Le problème, c'était de réussir à dissocier Khatami des actions passées et de ne pas le tenir pour responsable. Nous voulions voir s'il était prêt à prendre des mesures contre les responsables de l'attentat, en particulier contre les chefs des renseignements qui avaient envoyé les terroristes et contre tous ceux qui y étaient liés et qui avaient trouvé refuge en Iran. Le président Clinton envoie pour cela 2 émissaires auprès d'un sultan qui séjourne en France. C'était à environ 1 heure de Paris, au milieu d'un paysage vallonné dans la vallée de la Seine, dans une propriété somptueuse. C'est la résidence d'été d'un bon ami des États-Unis et de l'Iran, le sultan Qaboos, d'Oman. Je lui ai dit, Votre Majesté, nous sommes des émissaires du président Clinton. Nous sommes porteurs d'un message et nous aimerions vous voir le transmettre. Il voulait que nous remettions une lettre en main propre au président Khatami. Nous voulions nous assurer qu'il serait le seul à en avoir connaissance, parce que les ultras de Téhéran essayaient par tous les moyens de l'empêcher d'avancer sur ce dossier, c'est-à-dire la normalisation des relations entre l'Iran et les États-Unis. Mais nous voulions connaître la teneur de cette lettre. Si elle contenait des menaces, il était hors de question que nous la lui transmettions. Je lui ai dit que dans cette lettre, les États-Unis se disaient prêts à entamer une relation constructive avec l'Iran, mais qu'il y avait un obstacle à cela. Nous savons que l'Iran est directement impliqué dans une opération terroriste dans laquelle 19 Américains ont trouvé la mort. Et nous avons besoin de garanties de la part des Iraniens qu'ils vont arrêter les responsables et les traduire en justice. Sa Majesté a donc dit « Nous ferons notre possible ». Peu après, le ministre des Affaires étrangères du sultanat d'Oman arrive à Téhéran avec la lettre de Clinton. J'ai demandé au président Khatami de considérer cette lettre comme très importante et comme le moyen d'améliorer la communication entre les 2 pays. C'était un message très particulier. Le président Clinton l'avait écrit de sa main. Le ton de la lettre était poli, mais il y avait une menace sous-jacente. Et là,
le président Khatami m'assure que l'Iran n'a rien à voir avec l'attentat en Arabie Saoudite. Accepter les propositions de ce message revenait à accepter l'accusation, qui était fausse. L'Iran maintient qu'Al-Qaïda est responsable de l'attentat. Quels qu'en soient les vrais coupables, lancer un procès comme les Américains le demandent reviendrait à défier certains des hommes les plus puissants d'Iran. Les Américains ne comprenaient pas ce qui se passait en Iran. Ils ont commis de grosses erreurs. Ils ont surtout détruit les bases qui auraient servi à rétablir des liens. On a reçu la réponse par l'intermédiaire des Omanais. Pour faire simple, je dirais que c'était décevant. Mais il existe un terrain sur lequel les intérêts américains et iraniens peuvent se retrouver, l'Afghanistan. Les talibans qui dominent là-bas sont des musulmans sunnites, farouchement opposés aux chiites, qui sont majoritaires en Iran. Les talibans considèrent l'Iran comme leur ennemi. Et ils rejettent l'islam que nous pratiquons. La présence des talibans à notre frontière était une menace stratégique très sérieuse pour nous. En août 1998, les talibans vont assiéger la ville de Mazar-i-Sharif, au nord de l'Afghanistan. À mesure qu'ils se rapprochent, le consul d'Iran dans cette ville lance un appel désespéré à Téhéran. Puis la ligne est coupée. Les talibans tuent 9 diplomates iraniens, dont le consul. Cette agression contre l'Iran et ses diplomates était une insulte au peuple iranien. Pour l'armée, mais aussi pour certains hommes politiques, la seule réaction possible était les représailles militaires. L'Iran se prépare à venger ses diplomates assassinés. We understand that Iran has deployed significant numbers of troops and equipment on its border with Afghanistan. So clearly this is a matter of serious concern, and it's something we're watching extremely closely. Le président et moi-même, nous pensions que l'action militaire ne servirait à rien et qu'il ne fallait pas s'y engager. En revanche, il fallait gagner l'attention de la communauté internationale. Pour mettre fin à l'escalade vers la guerre et alerter la communauté internationale, le président Khatami et son ministre des Affaires étrangères se rendent à l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire général des Nations unies a déjà un groupe de travail pour l'Afghanistan. L'ONU est le seul endroit où les États-Unis et l'Iran sont encore officiellement en contact. Kofi Annan m'a appelé et m'a dit qu'il serait peut-être utile qu'à l'occasion de l'Assemblée générale, ce groupe se réunisse. Mais cette fois au niveau des ministres, ce qui fait que je me retrouverai à la même table que le ministre des Affaires étrangères iranien.
Nous pensions que c'était là un bon moyen de résoudre nos problèmes. C'était en tout cas une première étape vers la solution de certains des problèmes que nous avions avec les États-Unis. J'avoue que cette perspective de sortir de l'impasse me plaisait beaucoup, parce que c'était la première fois que quelqu'un, au niveau ministériel, allait rencontrer les Iraniens. J'ai donc pris place à la table avec un sourire avenant. La secrétaire d'État Madeleine Albright essayait de briser la glace. Le ministre iranien des Affaires étrangères avait été ambassadeur à l'ONU, tout comme elle. Et dans sa déclaration d'introduction, elle a fait une remarque sur le fait que les diplomates, comme elle et lui, peuvent passer comme ça de l'ONU aux Affaires étrangères. Aucune réaction. Je me suis dit que peut-être l'interprète avait passé ça à la trappe, alors je l'ai redit. Elle a dit « Certains d'entre nous qui étaient aux Nations Unies sont maintenant passés aux Affaires étrangères ». En effet, il avait l'air différent, mais bon, les gens changent. Moi-même, j'ai maigri. Alors je me suis retournée vers mon staff d'experts et je leur ai demandé « Vous êtes sûr que c'est Karazi ?» Nous n'en savions rien. Nous avions laissé les experts dehors parce que nous ne disposions que de 5 chaises. Et à la vérité, nous ne savions pas à quoi ressemblait le ministre iranien des Affaires étrangères. Ou plus exactement, si la personne présente était bien le ministre. J'ai commencé ma déclaration en présentant le point de vue de l'Iran et en détaillant les points sur lesquels nous pouvions avoir des intérêts convergents. Kofi Annan a dit quelle chance que le vice-ministre iranien des Affaires étrangères ait pu remplacer le ministre qui a eu un empêchement. Et je me suis retournée vers mes conseillers et j'ai dit « Nous voilà renseignés ». Quand nous sommes sortis de la salle de conférence, Madeleine Albright s'est mise à hurler « Comment est-ce possible? Pourquoi on n'a pas su que les Iraniens allaient nous rouler dans la farine ?» Why did Dr. Karazi attend this meeting? Well, Dr. Karazi was occupied with the president. As you know, the president has a very heavy schedule, and he expressed his regret that he did not attend the meeting. Je voulais éviter de prêter le flanc aux critiques des ultra-iraniens. Voilà pourquoi j'ai décidé d'envoyer un subalterne. Évidemment, ceux qui attendaient de voir le ministre étaient déçus. Mais la réunion ne s'était pas mal passée. Elle avait été constructive sur le dossier de l'Afghanistan. Les Américains ont donc usé de leur influence pour calmer les talibans. Et le président Khatami a réussi à éviter la guerre. Lorsqu'il prend la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU, les délégués ont ainsi la chance de voir le ministre iranien des Affaires étrangères et son vice-ministre et de distinguer qui est qui. کوشش صادقانه برای مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و از جمله تروریسم دولتی یکی دیگر از نکات مورد اهتمام جمهوری اسلامی ایران است. باید برای ریشه‌کن کردن حقیقی این پدیده شوم همراه با مبارزه با عوامل فعلی آن از طریق همکاری جدی و شفاف بین المللی در راه تحقق عدالت در جهان کوشش کنیم. L'offre de coopération du président Khatami contre le terrorisme va bientôt être mise à l'épreuve. L'Iran et l'Occident, suite et fin du document exclusif et inédit, tout de suite sur France 3.